J'aimerais laisser la parole à mon ami Dominique Tatter, qui aborde un sujet ô combien d'actualité concernant cet ennemi juré qu'est le sucre. Savoir si c'est véritablement un tueur en série comme on le prétend. Bonjour, je m'appelle Dominique Tatter, je suis endocrinologue et j'ai consacré l'essentiel de mon activité professionnelle à m'occuper de pathologies cardiovasculaires dans un cadre métabolique et donc de problèmes de nutrition et donc de sucre. Mais tout d'abord, je voudrais remercier le comité scientifique du CREG et en particulier Bernard Grunberg de m'avoir fait confiance en me demandant de vous traiter le sujet suivant. Le sucre serait-il un tueur en série ? Je vais tenter d'y répondre très succinctement puisque le format du fait de la vidéo nécessitée par la crise sanitaire ne permet pas de long développement, mais tout ceci sera largement traité dans un article qui paraîtra dans la revue de votre institution en 2001. Vous voyez sur cette diapositive que quand je parle de sucre, je parle du saccharose, ce disaccharide formé de fructose et de glucose, qui est très largement présent dans des aliments que nous adorons tous, que ce soit du chocolat ou de la boisson sucrée, ce qui est pour nous évident comme aliment contenant du sucre. Par contre, il faut faire très attention aux plats tout préparés, que ce soit par l'industrie ou par les artisans, car il y a très souvent du sucre surajouté, principalement sous forme de sirop de maïs qui contient des quantités importantes de fructose et variables, mais aussi de glucose. Depuis 2013, vous avez lu ou entendu que certains rats étaient plus accros au sucre qu'à la cocaïne. Ceci amène à définir qu'est-ce qu'une drogue. Donc, comme vous le voyez, substance naturelle dont les effets psychotropes suscitent des sensations apparentées au plaisir et incitant à un usage répétitif. Ceci a interpellé dans son extrapolation à l'espèce humaine. Est-ce qu'il pouvait y avoir addiction au sucre, surconsommation et pathologie liée à cet excès de consommation? Eh bien, depuis 2016, la réponse à cette question, reprise par plusieurs sociétés savantes, est non, il n'y a pas de preuve qu'il existe chez l'homme une addiction du style drogue à la consommation de sucre. Cela ne veut en rien dire que nous ne consommons pas trop de sucre, bien entendu. La règle des 10% maximum de disaccharides dans l'alimentation, fixée depuis des dizaines d'années par l'OMS, reste d'actualité, mais à la question « est-ce une addiction ?», la réponse est « nous n'en avons pas la preuve ». Que le sucre ne soit pas une drogue ne l'exonère en rien de la toxicité qui est la sienne lorsqu'il est consommé en excès. Et nous allons maintenant faire une revue des pathologies connues qui sont liées à son ingestion. Dans des temps immémoriaux où je faisais une thèse de sciences de nutrition, il m'avait été appris que la seule maladie liée à la surconsommation de sucre était la carie dentaire. Eh bien, à la fin des années 2010, ceci est toujours d'actualité. Le fait d'avoir une consommation importante de sucre augmente le risque de carie et, dans ce papier, les risques d'avoir des caries sont diminués lorsque l'on diminue
la consommation de sucre. Donc, nous pourrions dire mangez moins de sucre ou lavez-vous les dents, cela dépend des goûts. À présent, on pourrait penser que je vais enfoncer une porte ouverte. Plus on mange de sucre, plus on grossit. Cela ne serait vrai que si l'on augmentait la ration sucrée sans diminuer la ration des autres nutriments. Eh bien, il n'en est rien, comme vous le montrent les tableaux suivants. À gauche, chez l'adulte, vous voyez que plus l'adulte a une ration sucrée augmentée, plus il a un poids qui est augmenté, et que c'est exactement la même chose chez l'enfant dans le graphique de droite. L'on peut donc être presque sûr que l'augmentation de la consommation de sucre pur, de sucre libre, de sucrose, de saccharose, tout ça désigne la même chose, entraîne une prise de poids. Et comme vous le voyez sur cette diapositive, la prise de poids est principalement abdominale, ce qui amène à un risque très important de syndrome métabolique que vous connaissez tout aussi bien que moi. Alors effectivement, l'augmentation de la graisse abdominale s'accompagne chez des gens qui consomment beaucoup de sucre, un syndrome métabolique. Ceci est montré par ce vieux papier qui n'a pas été infirmé depuis 2010. Plus on mange de sucre, plus on a de syndrome métabolique. Vous savez très bien que dans le cadre du syndrome métabolique, il y a une dyslipémie caractérisée par une hypertriglycéridémie avec son corollaire automatique, la baisse du HDL cholestérol. Cette dyslipémie, elle est principalement induite par le fructose qui va entraîner cette lipogénèse hépatique, qui va entraîner ce dépôt de graisse au niveau de tous les viscères et principalement au niveau du foie, qui va entraîner la production de radicaux libres, un stress oxydatif et qui va entraîner aussi une hyperuricémie. Tout cela amène à une détérioration de la liaison de l'insuline à son récepteur cellulaire, ce que l'on appelle l'insulinorésistance. Cette insulinorésistance s'applique principalement sur les voies métaboliques, mais non pas sur les voies de la prolifération cellulaire, ce qui explique la prolifération à l'intérieur de la cellule endothéliale, des cellules endothéliales qui amènent à l'augmentation des maladies cardiovasculaires chez les gens souffrant de pathologies métaboliques, et l'on peut donc par définition, comme cela est montré dans ce papier, se dire que les gens qui ont une ration importante en saccharose, donc en fructose, ont plus de maladies cardiovasculaires que les autres. Ce, indépendamment des autres consommations, bien entendu. Dans le cadre de ce syndrome métabolique, vous savez qu'il existe une NASH et vous le constatez tous les jours, et vous pouvez voir sur cette diapositive que l'augmentation de la consommation de sucre en jaune s'accompagne d'une augmentation de cette NASH. Dans le cadre de ces syndromes métaboliques induits par le sucre, il est à constater que plus on a une consommation élevée de disaccharides, c'est-à-dire plus l'index glycémique est élevé, plus il y a de diabète. Et à l'inverse, plus vous mangez des sucres complexes, c'est-à-dire des produits à base de fibres, moins vous avez de diabète. C'est une vieille notion, mais qui est toujours d'actualité, montrant que
Il vaut mieux manger des produits riches en fibres que des produits riches en disaccharides pour éviter d'avoir le diabète. Toujours dans le cadre de ce syndrome métabolique, vous avez une hypertension artérielle et vous constatez que chez les gens qui prennent plus de sucre, comme c'est montré dans ce papier, eh bien l'hypertension artérielle a une incidence plus élevée. Et comme toujours, comme vous le savez, les gens ayant un syndrome métabolique, une insulinorésistance, un diabète, une dyslipémie, ont une mortalité cardiovasculaire plus importante. Et dans ce papier, elle a été mesurée en fonction de la consommation de sucre. Et vous voyez que, à part chez les noirs non hispaniques, eh bien dans toutes les populations étudiées aux États-Unis, l'incidence des maladies cardiovasculaires augmente avec la consommation de sucre pur. Manger. Quittons maintenant, sans le quitter, le problème de l'insulinorésistance, du syndrome métabolique et de l'obésité. Pourquoi sans le quitter? Parce que vous savez très bien que l'augmentation des cancers est notée chez des gens ayant ce type de pathologie. Cependant, de façon indépendante, il y a une étude française qui est parue l'année dernière dans le BMJ qui clôt un peu toutes les polémiques qu'il y avait eu antérieurement sur la responsabilité du sucre dans l'incidence élevée des cancers. Voilà une grande étude, certes non pas interventionnelle, mais prospective, qui montre qu'il y a une plus grande incidence des cancers chez des gens ayant une consommation élevée de boissons sucrées, augmentation qu'ils jugent de l'ordre de 18% pour 100 millilitres de boissons sucrées, y compris les jus de fruits sans sucre ajouté. Voilà. Peut-être la fin d'une polémique. En tout cas, depuis un an, il n'y a pas eu de papier nouveau et on peut retenir que, vraisemblablement, cette hypothèse est exacte. Et pour terminer, je vous livre ici un papier qui liste tout un tas de maladies de façon plus ou moins bien référencée, qui peuvent être liées au sucre, le côlon irritable, les lithiases vésiculaires, la fatigue chronique, les anxiétés, les troubles de l'attention, des dépressions, des migraines, des céphalées de tension, un syndrome prémenstruel, des candidoses digestifs. Tout cela est décrit. Quelle est la réalité absolue? Je n'en sais rien. Je vous laisse le soin de lire ce papier et d'autres si vous en trouvez sur les sujets. Voilà qui clôt la liste assez impressionnante déjà des pathologies induites par le sucre. Et en conclusion, si l'on ne peut retenir avec certitude l'hypothèse d'une addiction classique au glucose, au fructose ou au saccharose, il n'empêche que ce disaccharide semble hautement toxique sur les données que je viens de vous présenter et qui me semblent tout à fait sérieuses. Cependant, il ne faut pas négliger le fait que la nutrition est une science multifactorielle qui a besoin de beaucoup de temps et que l'abord d'une toxicité par un seul nutriment n'est que très rarement valide, hormis en toxicité aiguë. En effet, il n'est pas possible de comparer l'action du saccharose au cours de 3 ans de repas équilibrés selon les normes OMS et FAO avec la même quantité prise au cours d'une Western Diet, c'est-à-dire la nôtre, riche en acides gras saturés, pauvre en fibres, pauvre en antioxydants. Donc, ce que je vous conseillerais, c'est d'avoir une interprétation très prudente de ce que je vous ai dit et de faire
votre la règle de l'OMS, c'est-à-dire de limiter la prise de sucre pur à moins de 10% de la ration énergétique globale. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon retour dans votre canapé. Merci beaucoup Dominique, et tu sais combien ce sujet me tient à cœur puisque je fais pas mal de nutrition. Je répondrai à la question finalement. Le sucre est bien un tueur en série, j'ai l'impression, étant donné l'augmentation de décès cardiovasculaires. Et si je peux me permettre de faire un raccourci, mes hépatologues et amis risquent de sursauter. On a fait des grands progrès entre la carie dentaire et l'hépatocarcinome, en passant par l'insulinorésistance, le syndrome métabolique, la NASH, et dans les années à venir, une quantité que je ne connais pas, mais que eux pourront vous dire, d'hépatocarcinome liés à l'obésité. Je laisse la place, après cette remarque, à mes confrères. Guillaume, je crois que tu as une question. Moi, j'ai deux questions. Ma première question, je suis quand même très étonné que vous n'appeliez pas cela un aliment addictif, à tel point le nombre de patients qui viennent nous voir et qui nous décrivent des addictions au sucre suite à des états émotionnels de stress. Ils nous disent bien, dès qu'ils sont stressés, ils prennent du sucre. Et ils ont énormément de mal à revenir à modifier ce comportement émotionnel. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est, je trouve que vous avez peut-être pas assez insisté à mon sens sur l'impact du sucre sur la dysbiose et le rôle que ça a probablement dans les maladies de civilisation comme les Mickey ou les polyarthrite rhumatoïde. Il y a beaucoup de littérature là-dessus sur des vraies dysbioses objectivées en lien avec la consommation excessive de sucre. Mais on est bien sûr toujours dans cette consommation excessive, c'est bien ça le problème. Oui, pour répondre à la première question, je le reprendrai sur le plan, je dirais, purement scientifique. Il y a des définitions de l'addiction, et je dirais le sucre ne semble pas rentrer dans cette définition par diverses sociétés savantes. Il n'y a pas une société savante qui dise les expériences que l'on a fait chez le rat montrant que sucre égale cocaïne puissent être démontrées chez l'homme. Moi qui mange du sucre, du chocolat, des gâteaux en permanence tout au long de la journée, je peux vous dire effectivement qu'il y a des besoins de sucre. Mais de là à ce que l'on puisse en dire que c'est une drogue, il y a une marche que personne n'a voulu franchir encore. Alors, il y a des gens, effectivement, qui sont stressés et qui mangent du sucre. Il y a des gens comme moi, pas stressés, qui sont gourmands. Et c'est vrai. Bon, la deuxième question, je ne l'ai pas traitée en détail, je l'ai traitée dans la dernière diapositive, parce que je n'ai pas trouvé, dans le temps qui m'était donné, de papiers extrêmement qui ont emporté ma certitude sur le fait que le sucre tout seul puisse être capable d'entraîner des pathologies inflammatoires. C'est ce que je dis en conclusion. Je veux dire, c'est très compliqué et je n'aime pas du tout l'abord de la nutrition par un nutriment. Je veux dire, c'est ce que je dis. Si l'on ne prend pas de graisse ou de graisses saturées qui entraînent une production de ROS beaucoup plus importante que le sucre, il est très difficile de savoir, lorsque l'on mange du sucre et de la graisse, qui va entraîner le plus de pathologies inflammatoires, en tout cas de produits inflammatoires au niveau des cellules. C'est un petit peu le pourquoi je suis resté un peu flou dans En tout cas, Dominique, dans cette dernière diapositive, pardon. Dominique, on comprend que tu préfères le sucre à la cocaïne. Oui. Patrice, tu as une question. Oui, juste un petit commentaire. Ce topo me fait penser à la campagne publicitaire qui s'est tenue aux États-Unis il y a quelques années sur la thématique 0% fat, où on mettait en avant l'absence de produits gras dans l'alimentation, ce qui permettait de continuer à les sucrer, soit avec du sucre normal, soit avec des édulcorants de synthèse, et ça maintenait ainsi le niveau d'appétence des gens pour le sucre. Alors, je pense qu'on est arrivé à une époque où on commence à inverser la tendance, parce que les graisses sont souvent nécessaires, et c'est heureux de voir qu'aujourd'hui on prend conscience que les sucres ne le sont pas.
Le sucre n'est pas nécessaire parce que je dirais que avant le 19e siècle, l'homme n'avait jamais mangé de sucre. Il n'avait mangé que des sucres naturels. C'est à la fin du 18e qu'on commence à faire du sucre à partir de la canne à sucre et de la betterave. Avant, on mangeait le seul sucre que l'on avait, c'était le sucre du miel. C'était la chose la plus sucrée. Sinon, c'était les sucres des fruits dont on ne connaît pas la toxicité. Mais on ne peut pas dire on peut pas prendre un fruit comme étant uniquement du sucre. Effectivement, il y a des disaccharides dans les fruits, mais il y a aussi des antioxydants. Ce que dans un morceau de sucre, il n'y a pas. Donc c'est pour ça que la finalité c'est pour ça que je dis qu'on doit prendre des temps très longs parce que notre équipement enzymatique n'était pas fait pour le saccharose. Dominique, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais conclure cette session nutrition. D'une part, remercier les orateurs et la qualité de leurs exposés qui ont suscité beaucoup d'intérêt. Remercier nos amis modérateurs. Remercier la société Pilège qui nous a soutenus dans cette session nutrition. Et vous rappeler qu'après une pause de 15 minutes, nous retrouverons les Mickey et la session Mickey. Merci à tous.